Bonjour, mon nom est Cédric Desseny, je suis agent immobilier aussi bien à Bruxelles qu'à Barcelone. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer les différences les plus importantes entre la Belgique et l'Espagne. Il y a quelques mois de cela, j'avais rédigé un post sur LinkedIn et suite à ce post, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté et qui trouvaient le sujet assez intéressant. Donc aujourd'hui, je voudrais parcourir avec vous quelles sont vraiment les différences essentielles. Vous verrez qu'il y a pas mal de similitudes, mais quand même également des différences. Et c'est vraiment dans ces nuances que des acheteurs belges peuvent potentiellement commettre des erreurs. Premier rappel et quelque chose de très important à comprendre, c'est que l'Europe est l'Europe, mais l'Espagne est un monde à part. Donc même si vous voyez des similitudes entre la manière d'acheter ou de vendre un bien entre la Belgique et l'Espagne, sachez que quand vous commencez à analyser les choses, les règles sont fort différentes, les usages commerciaux sont fort différents, les codes sont fort différents, les pratiques sont différentes. Donc voilà, ne partez pas du principe que vous savez comment ça fonctionne parce que vous savez comment ça fonctionne en Belgique. D'accord? Je voudrais vous donner par exemple, à titre d'exemple, la première, une chose qui paraît triviale pour tout bon Belge et qui est beaucoup moins en Espagne, c'est la condition suspensive de crédit. Donc en Belgique, quand vous achetez un bien immobilier et que vous devez financer ce bien, il vous paraît relativement normal d'inscrire une clause, disons une condition suspensive de crédit dans votre offre ou dans le compromis de vente. Mais sachez qu'en Espagne, ce n'est pas une pratique courante. Il y a des régions où ça ne se fait jamais. Il y a des régions où le propriétaire ne l'accepte pas parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît, c'est pas quelque chose auquel il est habitué. Donc, partir du principe que une condition suspensible est toujours possible, ce n'est pas le cas. Maintenant, mon conseil, indépendamment de ce que peut vous dire un agent immobilier ou un intermédiaire, c'est si vraiment vous devez financer votre achat et que vous êtes tributaire d'un accord de la banque, je vous invite formellement à stipuler cela dans votre offre, également dans le contrat d'art. Au risque d'éventuellement que votre offre ne soit pas acceptée, mais ne prenez pas ce risque inutilement sous prétexte que le propriétaire ne veut pas. Une deuxième chose qui peut paraître différent pour nous, c'est la taxation de la plus-value. Donc en Belgique, on paye relativement peu de taxation de plus-value à partir du moment où on gère notre patrimoine en bon père de famille, on le vend après 5 ans, a priori on prend pas vraiment de risques. En Espagne, c'est pas le cas. En Espagne, vous allez réellement, systématiquement, payer une taxe sur la plus-value à partir du moment où il y a une vraie plus-value. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une différence entre votre prix d'achat, plus tous ces frais, et votre prix de vente et tous ces frais. Donc vous allez payer un montant sur ce delta, et ce montant n'est pas zéro. On parle quand même de 19% de, d'impôt sur la plus-value. Donc si vous faites une plus-value de 100 000 euros parce que vous avez acheté un bien il y a 15 ans et parce que les prix ont quand même fortement augmenté en Espagne, ben, vous pouvez tout à fait être redevable de 19 000 euros d'impôt à l'État espagnol. Quand vous achetez un bien, vous allez faire ce qu'on appelle un contrat sous seing privé, qui est un petit peu l'équivalent d'un compromis de vente. Et donc là, vous allez verser typiquement 10% du prix d'achat, comme, je dirais, comme on pourrait le faire chez nous pour un compromis. Maintenant, la grande nuance, c'est que ces 10%, de manière générale, sont versés sur le compte du vendeur. Pour nous, c'est quelque chose de très particulier, vu qu'en général, nous passons par un notaire pour verser les fonds des compromis. Et donc, c'est une raison pour laquelle, quand vous signez un contrat d'art en Espagne, il est vraiment essentiel que vous fassiez accompagner par un avocat spécialisé en droit immobilier, idéalement qui parle votre langue, qui est habitué à travailler avec des Belges et qui vous expliquera exactement pourquoi c'est comme ça et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le vendeur ne parte pas avec vos fonds, tout simplement. Ok. La prochaine chose qui était vraiment cruciale à comprendre, c'est le rôle des intermédiaires en Espagne. Un notaire en Espagne a un rôle bien plus limité que pourrait l'avoir le notaire en Belgique. Donc le notaire en Belgique est vraiment, je dirais, la personne essentielle
dans les vérifications, dans la rédaction du compromis, dans la rédaction de l'acte final. En Espagne, c'est pas le cas. En Espagne, vous devez vous faire accompagner par un avocat. Et c'est votre avocat, en fait, qui fera un petit peu, qui se substituera à ce que peut faire un notaire en Belgique. Et donc, c'est vraiment votre avocat qui va protéger vos intérêts. Le notaire n'est pas là pour ça. Le notaire est là pour acter une vente, pour s'assurer que la vente, ou disons l'achat, se fasse de manière tout à fait légale. Maintenant, il a aucun devoir de protection envers vous. Éventuellement, il peut vous conseiller sur certaines choses à la marge, mais c'est même pas son rôle. Donc, il y a vraiment deux rôles différents, même si le nom est le même. Autre différence qui est très importante, c'est à partir du moment où vous louez un bien en Espagne à un tiers, que ce soit pour une résidence principale ou pour de l'Airbnb, ben, sachez que vous allez être imposé sur les loyers réels. Par loyer réel, j'entends les loyers que vous percevez moins un certain nombre de frais qui sont déductibles. Et là-dessus, vous allez payer un impôt qui est un impôt des non-résidents à un taux de 19%. Donc si, par exemple, vous louez une maison 10 000 euros par an, ben, vous allez payer 1 900 euros d'impôt sur cette maison, à supposer qu'il n'y ait aucun frais que vous puissiez déduire. Ok. Différence importante, parfois j'ai des clients qui souhaitent acheter des biens immobiliers qui sont loués. Moi, je vous invite vraiment à faire attention quand tel est le cas, parce que vous ne pouvez pas résilier un bail pour occupation personnelle si c'est une seconde résidence. Ça fonctionne, c'est accepté, ça fonctionne à partir du moment où vous résiliez le bail d'un locataire pour pouvoir l'occuper vous de manière permanente. Par contre, si c'est pour une résidence secondaire, vous ne rentrez absolument pas dans le cadre de la loi et par conséquent, vous devez vraiment attendre que votre locataire arrive à l'échéance de son bail et de toutes les prorogations possibles et imaginables. Donc, on arrive dans des périodes qui sont relativement longues. Ça va de 5 à 7 ans en fonction de qui est le bailleur. Donc, 5 ans pour un particulier, 7 ans pour une société. Donc, tenez en compte. A priori, votre notaire vous en informe, votre notaire, votre avocat vous en informera. Par contre, au jour d'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui prennent le risque d'acheter un bien immobilier en Espagne sans faire appel à un avocat. Pour moi, ça me paraît être prendre énormément de risques. C'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Je pense que vous devez systématiquement faire appel à un avocat et ceci au plus vite. Alors, je vous parlais de l'avocat. L'avocat est vraiment quelqu'un d'indispensable en Espagne. Si vous achetez sans avocat, c'est comme si vous achetez seul. Il n'y a personne qui est là pour vous protéger. Ne faites pas confiance à un agent immobilier, même si je suis moi-même agent immobilier. A priori, l'agent immobilier n'est pas là pour défendre vos intérêts en tant qu'acheteur. Il est vraiment là pour vendre un bien. Sachez que c'est d'autant plus vrai qu'il y a quand même beaucoup d'agents immobiliers en Espagne qui n'ont aucune formation obligatoire et qui font de l'immobilier comme ils pourraient faire d'autres choses et donc ils n'ont vraiment pas ces connaissances juridiques et autres. Par contre, ils ont l'aplomb de vous affirmer des choses et de vous faire prendre des risques euh, parfois qui sont peut-être un peu inutiles. Ok. Donc, réellement, s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir de tout ce que je vous raconte, c'est à partir du moment où vous êtes sérieux par rapport à un achat immobilier en Espagne, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez absolument faire appel à un avocat, idéalement un avocat qui parle votre langue, qui a déjà travaillé avec des Belges, qui connaît cette matière, qui peut vous l'expliquer, sans quoi vous vous exposez à des risques qui sont vraiment importants. Autre différence, en Belgique, on a un compromis de vente. Le compromis de vente est très très bien encadré dans la loi. Son contenu, c'est rédigé soit en agence, soit par notaire. Mais il y a une certaine jurisprudence et donc on sait exactement à quoi s'en tenir. En Espagne, c'est beaucoup moins le cas. En Espagne, on a un contrat qui est un petit peu équivalent, qui est un contrat d'art, qui est également un contrat sous seing privé, mais c'est essentiellement le contenu de ce contrat qui fait force de loi quelque part. Et donc la particularité de ce contrat, c'est
Il y a trois formes de contrat d'art possibles en Espagne, mais sachez qu'il y a un contrat d'art où vous versez 10%. Si pour une raison X, Y, Z, vous ne souhaitez plus acheter, ben, vous perdez cet argent. Et c'est idem pour le vendeur qui a cette même obligation que vous de vous payer d'une part ce que vous avez versé plus ce même montant. Une chose à comprendre, c'est que la qualité du contrat d'art que vous allez, pardon, la qualité du contrat d'art que vous allez signer est fortement dépendante de la qualité de votre avocat. Donc c'est pas un contenu uniformisé comme on pourrait avoir en Belgique où a priori tous les compromis de vente se ressemblent quand même fortement et il y a peut-être un certain nombre de différences mais vraiment à la marge. Ben, en Espagne, pas. Moi, j'ai déjà vu des contrats d'art qui sont très bien rédigés, tout comme j'ai vu des contrats d'art qui me paraissaient tout à fait mal rédigés, à se demander si c'est rédigé par un- un- quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a fait des études de droit et quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Donc, faites-y attention. Le contrat d'art est un contrat engageant, relativement important, et donc vous vous exposez vraiment à des risques importants si c'est mal fait, si vous voulez en sortir, par exemple. Autre point important, quand vous achetez un bien immobilier en Espagne, les dettes suivent le bien. C'est-à-dire que les dettes ne doivent pas nécessairement ou ne sont pas nécessairement payées par le vendeur. Imaginons un cas hypothétique de vous acheter un appartement dans une copropriété, votre notaire ou plutôt votre avocat n'a pas fait attention aux dettes que l'ancien propriétaire a par rapport à cette copropriété, mais sachez que vous pouvez potentiellement en être responsable. Ceci est la même chose pour des impôts qui n'ont pas été payés, qu'il aurait dû payer, des factures de eau, gaz, électricité et autres. Donc tout ça existe. Donc vous devez absolument acheter des biens libres de charge et c'est à votre avocat de faire en sorte qu'il n'y ait aucune dette sur ce bien. En Belgique, quand vous achetez un bien sur plan, on a ce qu'on appelle la loi Brenne. Donc, la loi Brenne est une loi, si vous l'avez déjà lue, qui est très très bien faite et qui vous protège, vous, en tant qu'acheteur particulier, par rapport à un promoteur professionnel. Il n'y a pas d'équivalent en Espagne à la loi Brenne. Il y a tout au plus des pratiques qui existent. Par contre, il n'y a pas une loi spécifique lié à la vente sur plan. Sachez que quand même, quand vous achetez un bien sur plan, vous allez payer par tranche ou vous exposez quand même à des risques relativement importants. Je ne dois pas vous rappeler la crise que l'Espagne a connue en 2007-2008. Il y a énormément de promoteurs qui ont fait faillite. Donc, si vous voulez acheter un bien sur plan, il est important que votre avocat fasse des vérifications excessivement poussées par rapport à la solvabilité du promoteur, par rapport aux garanties bancaires de ce promoteur, par rapport aux couvertures que ce promoteur prend pour vous, quelque part, en cas de défaut. Alors, un impôt, un de plus en Espagne, qui est assez particulier, c'est un impôt sur les biens qui sont non loués. Donc, imaginez que vous achetez un appartement en Espagne, vous l'occupez vous-même, vous ne souhaitez pas le louer, que ce soit en Airbnb ou peu importe, mais sachez que vous allez quand même payer un impôt sur ce bien, même n'étant pas loué. Donc, vous allez, grosso modo, il y a un impôt qui est payé sur un revenu fictif, qui est un revenu cadastral. Et vous allez payer essentiellement deux impôts. Il y a d'une part l'équivalent de ce que nous on paierait en précompte immobilier, qui s'appelle l'IBI, donc Impuesto de Bienes Inmuebles, qui est un impôt annuel. Et puis vous avez également cet impôt qui se calcule sur un pourcentage de la valeur cadastrale de votre bien. C'est tout un calcul, je vous avouerai que ce n'est pas si simple que ça à estimer. Alors, imaginons que vous ayez acheté un bien, que vous souhaitez le vendre, vous avez acheté une très très belle maison, vous la vendez à 1 million d'euros, mais sachez que le jour où vous la vendez, l'acheteur doit retenir 3% de ce prix de vente à la source. C'est-à-dire que vous n'allez pas toucher 1 million d'euros, vous allez toucher 1 million d'euros moins ces 3%, donc il y a 30 000 euros que l'acheteur verse à l'État espagnol, et quelque part c'est une garantie que l'État espagnol prend
que vous allez payer les impôts que vous devez payer à l'État espagnol. Pourquoi est-ce que l'État fait ça? Parce que par le passé, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez un vendeur non résident espagnol qui vendait un bien, il touchait son argent, il partait, il ne revenait plus jamais en Espagne, et donc l'Espagne ne pouvait jamais récupérer ses fonds qui lui étaient dus. Donc ils ont un petit peu inversé les choses, et donc ils se servent avant, ils font des calculs de combien est-ce que vous devez payer, et donc si vous avez trop payé, ils vous rendent une partie, si vous n'avez pas payé, ou si ces 3% ne couvrent pas les impôts que vous devez payer, ben vous aurez encore un surplus à payer. En Belgique, quand vous vendez un bien, on a quelque part entre le compromis et l'acte, on a une période maximum de 4 mois, parce qu'après 4 mois, les délais, les droits d'enregistrement, pardon, deviennent exigibles. C'est la raison pour laquelle on a ces 4 mois en Belgique. Et donc souvent, quand on achète un bien, entre le moment où on signe le compromis et le moment où on achète, on l'invite à 3, voire 4 mois, qui est le maximum de ces délais. En Espagne, les choses peuvent aller relativement vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un appartement vous plaît, vous faites offre, elle est acceptée, votre avocat fait une due diligence, vous signez ce contrat privé, donc ce contrat d'art, le délai peut être relativement court. 6, 8 semaines, c'est tout à fait des choses qui sont possibles. C'est une des raisons pour lesquelles il est essentiel de se préparer à l'avance si vous voulez acheter un bien immobilier en Espagne. Je vous donne à titre d'exemple le NIE. En moyenne, ce document ou l'obtention de ce document, ça prend entre 4 et 8 semaines, pardon. Parfois, pour des raisons X, Y, Z, on ne prend pas 8 semaines, on prend 12 semaines, on prend 16 semaines. Donc vous vous engagez dans un contrat privé, qui est un contrat d'art, à signer à 10 semaines, et puis vous n'avez pas obtenu votre NIE, sachez que le notaire refusera de passer un acte, vous êtes hors délai et vous pouvez potentiellement perdre cet acompte de 10% que vous avez payé. Je vous rappelle que très souvent, cet acompte est payé sur le compte du vendeur. Donc, ce n'est même pas sur le compte d'un tiers, d'une agence ou d'un notaire, c'est directement sur le compte du vendeur. Donc, tenez-en compte, préparez-vous. Et vous êtes avec ce projet d'acheter en l'année, faites votre démarche, trouvez-vous un avocat, faites votre NIE, renseignez-vous par rapport à votre budget. Si vous devez financer cet achat, allez vous renseigner auprès de votre banque en Belgique. Renseignez-vous éventuellement auprès d'une banque en Espagne. Si vous voulez vous financer en Espagne, obtenez un préaccord. Ce sont toutes des choses qui peuvent réellement vous aider à ne pas perdre potentiellement de l'argent si des problèmes ou des embûches arrivent en cours de route. En Espagne, on a un impôt sur la fortune. Ça s'appelle un impôt. C'est un impôt de solidarité sur le patrimoine. Et ceci se paye à partir du moment où vous avez un patrimoine, en tout cas dans la région que je connais moi de Barcelone, supérieur à 700 000 euros. Vous allez payer un impôt annuel sur ce patrimoine que vous avez. Maintenant, imaginons que vous achetiez un appartement à 1 million à Barcelone, vous l'achetez avec votre époux, votre épouse, ça fait 2 personnes, vous pouvez déduire, vous pouvez diviser ce montant par 2, donc vous n'arrivez pas à 700 000 euros. Imaginons maintenant que vous achetez un appartement à 2 millions d'euros, et bien là, vous êtes tous les deux redevables d'un impôt sur la fortune. Sachez qu'il y a des régions où cet impôt sur la fortune a été pratiquement éliminé ou est tout à fait acceptable. En Catalogne, à Barcelone, c'est un impôt qui est relativement important et énormément d'acheteurs internationaux ne sont pas informés de l'existence de cet impôt. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. S'il y a bien une chose que je sais que vous reteniez, c'est que même s'il y a des similitudes entre la Belgique et l'Espagne, sachez que l'Espagne est un monde à part. Ne partez pas du principe que si ça ressemble à ce que vous connaissez, ça va se passer comme vous l'anticipez. Tel n'est pas le cas. C'est pas la première fois que moi je vois que des acheteurs internationaux font des erreurs pensant que si ça fonctionne comme ça chez moi, ça va fonctionner comme ça chez eux. Ou en Espagne, c'est absolument pas le cas. Donc si je devais vraiment insister sur quelque chose, c'est vous êtes sérieux, vous avez un réel projet en Espagne, trouvez-vous un avocat,
pas une fois que vous avez fait une offre, mais directement. Posez des questions à votre avocat, comprenez comment s'achète un bien immobilier en Espagne, anticipez tout ce qui est administration et autres. Voilà. Même si euh, vous avez mandaté un avocat, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qui existe, avec la IA, avec des traducteurs automatiques, avec des programmes qui vous lisent les documents, moi je vous invite vraiment à tout scanner, à tout lire, à comprendre ce que vous faites. Voilà. Ne soyez pas tributaire de votre avocat, ne soyez surtout pas tributaire de ce que peut vous raconter un agent immobilier. Je vous rappelle qu'un agent immobilier est là pour vendre, il n'est certainement pas là pour défendre vos intérêts. Sachez que la profession d'agent immobilier en Espagne est relativement peu encadrée. En Catalogne, elle l'est. Dans d'autres régions, beaucoup moins. Vous pouvez tomber sur de très très bons agents immobiliers, comme vous pouvez tomber sur des agents immobiliers qui n'ont aucun scrupule, que savent relativement peu en droit immobilier, en droit commercial, Voilà, ce n'est pas des matières qui dominent. Ils sont là pour leur commission, pour vendre. Un point, c'est tout. Dernier aspect, je vais vous expliquer que quand vous signez l'équivalent d'un compromis de vente qui s'appelle un contrat d'art, vous versez de l'argent sur le compte du vendeur. Ne le faites jamais sans approbation de votre avocat. Idem quand vous voulez réserver un bien, donc il y a vraiment une pratique courante en Espagne. Faites rédiger un contrat qui est un contrat relativement simple par votre avocat. Et une fois qu'il a validé ce contrat, validé le contenu, que vous le signez, éventuellement verser ce montant sur un compte du vendeur, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Pour ma part, si vous avez un projet immobilier en Espagne, que ce soit à Barcelone, en Catalogne ou dans d'autres régions d'Espagne, si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y a un lien vers mon agenda en description. Prenez rendez-vous, on en parle un quart d'heure, 20 minutes. Si je sais vous aider, je vous aiderai. Si je ne peux pas vous aider, je pense pouvoir vous guider vers une ou autre personne. Il y a des régions que je connais très très bien en Espagne, que ce soit Ibiza, la Costa del Sol, Valence, je connais. Par contre, il y a des régions où j'avoue que je n'ai jamais travaillé, que je ne connais absolument pas. Et là, je préfère alors vraiment vous guider vers d'autres personnes. Voilà, donc mon nom est Cédric de Soigny. Je suis agent immobilier, comme vous pouvez l'entendre, belge. Je fais ça depuis 20 ans et je suis vraiment là pour vous aider si je peux vous aider. Merci.